S'il y a bien un sujet qui captive l'attention de tous aujourd'hui, ce sont les real-world assets. Le problème, c'est que les RWA sont les connecteurs de la finance décentralisée avec la finance traditionnelle. Non, ça c'est génial. Le problème, c'est que la DeFi à la base, c'est de la finance. Et que les systèmes financiers et vous, ça fait deux. Titrisation collatérale, DPEG, créances, poules, SPV, dérivés, obligations, spread, NAV, crédit carbone ou bon du trésor, avec combien de ces mots êtes-vous vraiment à l'aise? Est-ce que vous comprenez les mécanismes d'émission d'un stablecoin comme le DAI et quelle est la différence avec l'USDT? Comment fonctionne le marché du carbone? Voire quel est le prix d'un crédit carbone? Pouvez-vous expliquer simplement des notions compliquées à un néophyte? Ce ne sont pas des questions pièges que je vous pose, elles aident à prendre conscience de vos lacunes, parce que ces lacunes, ce sont également les miennes. Pourtant, investir correctement son argent, ça va de pair avec la compréhension du projet dans lequel on l'affecte. Sinon, ça s'appelle tout simplement de la loterie. Alors, la question qu'on devrait tous se poser, c'est comment pouvons-nous identifier un bon projet Web3 si nous ne comprenons même pas quel problème il résout? Et pire encore, comment pouvons-nous comparer les solutions apportées par les différents projets du secteur RWA si nous ne comprenons même pas les solutions apportées? La première fois que j'ai ouvert un white paper, j'étais paumé. Non pas à cause de mes faiblesses avec la langue anglaise, mais bien avec des mots français. Tokeniser des bons du trésor, des créances et des crédits carbone dans un pool dont les NFT servent de collatéral. C'est le genre de phrase qui me prend littéralement 3 plombes à comprendre. Et des phrases comme celle-ci, il y en a des dizaines, voire des centaines pour chaque projet. Donc j'ai passé du temps à faire mes devoirs, Dior comme on dit dans le milieu. Je déteste cet acronyme parce que franchement je le trouve hypocrite. Pour la plupart, vos semaines sont déjà bien remplies par le travail et vos obligations. Réaliser une analyse fondamentale, digne de ce nom, ça demande un temps de formation et au bas mot des dizaines d'heures de recherche pour un seul projet. Soyons réalistes, vous ne le ferez jamais. Et c'est tout à fait compréhensible. Ça fait plus de 2 ans que j'investis dans les cryptos et que je ne comprends pas les projets dans lesquels je place mon argent. Alors oui, je sais de quoi ça parle grosso modo, mais bon, soyons réalistes encore une fois, la plupart d'entre nous, on répète 2 ou 3 arguments qu'a dit un tel sur YouTube, qu'il a repris lui-même d'un mec sur X, qui a discuté avec un gars sur Discord et qui lui a dit Dior. Depuis 6 mois, je suis à temps plein sur les cryptos et je réalise mes propres recherches fondamentales. Connaître afin que votre implication dans les cryptos soit à la hauteur de vos investissements. Parce qu'investir une partie de son patrimoine en crypto-monnaie, ça ne se limite pas à une simple allocation d'actifs, mais une démarche qui nécessite une véritable professionnalisation. Donc pour vous y aider, je vous transmettrai 2 choses. D'une part, des vidéos YouTube qui décortiquent les concepts et les mécaniques d'un projet en profondeur. Et une fois par mois, je vous donne accès gratuitement à une analyse fondamentale complète d'un projet. Cette analyse, elle regroupe toutes les informations indispensables pour une prise de décision d'investissement éclairée. Vous aurez des détails sur la team, sur les métriques, l'utilité du projet, l'activité sur les réseaux sociaux, la tokenomique, la technologie, l'avancement de la roadmap, la liquidité, les investisseurs, les partenaires, ainsi que mes targets de prix basés sur l'analyse technique pour une entrée optimale. En réalité, ce document peut très bien faire office de formation à tous ceux qui veulent aller plus loin. Très bien, commençons. L'objectif de Centrifuge, c'est de rendre le crédit plus accessible aux PME du monde entier et de proposer des revenus moins volatiles aux utilisateurs de la finance décentralisée. Le problème qu'il résolve est clair, mais je me suis demandé pourquoi y a-t-il besoin de le rendre plus accessible? Eh bien, d'après les recherches de la team, le coût moyen d'un crédit pour une PME, il s'élève à 15%, alors que pour les grandes entreprises, c'est que dalle, tout juste 1%. En fait, les PME sont considérées comme ayant un risque de crédit plus élevé que les grandes entreprises. Et ça peut être expliqué par différentes raisons, comme des revenus et des flux de trésorerie moins prévisibles, des réserves financières plus limitées et une dépendance à un nombre restreint de produits ou de clients. Pourtant, seuls 2% des PME connaissent des défauts de paiement. Là, Centrifuge s'est dit ok, il y a un marché à prendre. Parce qu'autant une société comme Apple, qui vend 2 milliards d'appareils par an et qui possède presque autant de clients, ils n'ont aucun souci à se faire pour trouver des capitaux. Autant, pour toutes les autres petites entreprises, c'est un point de douleur énorme. Et des PME, c'est vraiment pas ce qui manque. On parle tout de même d'un marché cible mondial de plus de 200 millions de clients potentiels. Ces écarts dans l'accès aux capitaux ont un impact non négligeable sur le développement de ces entreprises. Ça freine leur croissance parce que le manque de ressources entrave leur capacité à innover.
Ça fragilise leur compétitivité à cause des coûts énormes d'opération et de développement plus élevés par rapport aux grandes entreprises. Les PME réduisent leurs marges ou augmentent leurs prix, voire les deux. Finalement, ça joue aussi sur la durabilité à long terme de la PME à cause de la pression que l'ensemble exerce sur la trésorerie, donc elle a un risque de faillite qui est bien plus élevé. Bref, je détaille davantage ce point dans le PDF, mais je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'argent, c'est tout simplement le nerf de la guerre. Du coup, l'équipe de Centrifuge propose de résoudre ces problèmes en tokenisant les actifs des PME pour qu'ils s'en servent comme collatéral afin de lever des fonds auprès d'investisseurs. C'est typiquement le genre de phrase que j'aime bien décortiquer. Les actifs en question, ils peuvent être de plusieurs natures. Dans l'immobilier, ça peut être des bureaux, des usines, des entrepôts, des terrains, appart, immeubles. Ça peut être aussi des équipements ou des machines, comme les machines industrielles, des équipements de production, des véhicules. Une autre nature, ça peut aussi être des stocks de produits, comme les inventaires de marchandises, ou bien alors ça peut être des matières premières, or, pétrole, minéraux, voilà. On va les tokeniser, c'est-à-dire qu'on va représenter cet actif réel, tangible, sous forme numérique. En gros, on va le faire exister sur la blockchain. Les investisseurs, je pense que c'est clair pour vous, mais dans ce contexte précis, il faut voir l'investisseur sous l'angle du prêteur, du fournisseur de liquidités. Et le mot collatéral peut être remplacé par garantie. Bien, je recommence. L'équipe de Centrifuge propose de résoudre ces problèmes en tokenisant les actifs des PME pour qu'ils s'en servent comme collatéral afin de lever des fonds auprès d'investisseurs. Les investisseurs, ça peut être vous, moi, des entreprises, des institutions financières. Ils parient sur le fait que la PME va bien rembourser son emprunt. En contrepartie de leur prêt, les investisseurs perçoivent un pourcentage de rendement sur le montant qu'ils ont fourni, imaginons 5%. Ce type de rendement est considéré comme stable par rapport aux crypto-monnaies, du coup c'est intéressant pour l'investisseur qui veut se diversifier ou engager moins de risques que sur les autres produits de la DeFi. Prenons un cas concret. Une boulangerie de quartier veut accéder à des fonds pour X ou Y raison, former son personnel, mettre en place une stratégie de marketing digital ou acheter des équipements éco-énergétiques. L'entreprise tokenise son four à pain, un véhicule de livraison et une créance, puis elle s'en sert comme garantie sur le protocole Centrifuge. Pour rappel, une créance, c'est une somme d'argent qu'un client doit rembourser à une entreprise. Pour l'exemple, ça peut être une facture émise le week-end dernier pour une commande de 50 croissants. Les investisseurs, rassurés par la garantie, prêtent de l'argent à la boulangerie, ce qui réduit les taux d'intérêt et les coûts d'emprunt pour l'entreprise par rapport à ce qu'elle aurait eu avec sa banque. Si la boulangerie ne parvient pas à rembourser le prêt, alors les investisseurs pourraient se tourner vers les créances et récupérer les actifs pour se faire rembourser de leur prêt de liquidité. Nickel, les bases sont posées. On respire un grand coup parce qu'on va rentrer dans les mécaniques internes faisant du protocole Centrifuge ce qu'il est, c'est-à-dire une plateforme de prêt et d'emprunt grâce aux actifs du monde réel. Centrifuge, c'est une blockchain de type Layer 1 qui est une parachain du réseau Polkadot, tout comme Astar, Moonbeam et Akala. Sauf que la blockchain de Centrifuge a été spécialement conçue pour financer des actifs du monde réel. Et ça, c'est une notion importante qui mérite un aparté. Les parachains sont des blockchains individuelles qui fonctionnent parallèlement à la chaîne principale de Polkadot qui est appelée la Relay Chain. Ces parachains peuvent communiquer les unes avec les autres à travers la relay chain et ça permet le transfert de valeur et de données entre les parachains. C'est ce qu'on appelle communément l'interopérabilité. Les développeurs construisent ces blockchains parallèles à l'aide d'un framework appelé Substrate. Un framework, c'est une boîte à outils qui vous permet de construire votre propre blockchain personnalisée de la manière dont vous le souhaitez. Vous choisissez les fonctionnalités et vous les personnalisez selon les besoins. C'est un peu comme construire votre propre véhicule plutôt que d'en acheter un tout fait en concession. À titre de comparaison, il y a la même chose dans l'écosystème Cosmos, ça s'appelle le Cosmos SDK. Le fait de créer une blockchain sur mesure adaptée au financement des real-world assets, ça a plusieurs avantages non négligeables comme le fait de réduire les coûts de transaction parce qu'ils sont optimisés pour ces opérations-là bien spécifiques. Ça permet aussi de maintenir une capacité d'évolution élevée en créant d'autres fonctionnalités sur mesure qui n'auraient pas pu être développées sur des blockchains un peu plus généralistes, comme Ethereum par exemple. Ça permet aussi de contrôler l'ordre des transactions afin de prioriser certaines transactions comme les ordres de rachat afin de s'assurer qu'ils soient traités en priorité, même dans les situations où les blocs sont fortement sollicités. Nous verrons l'intérêt de cela un peu plus tard. Et ça permet aussi d'allouer l'espace de blocs pour les transactions en lien avec les RWA, car si ce n'était pas le cas, alors les blocs pourraient être congestionnés par d'autres types de transactions au lieu des achats et remboursements des investisseurs. Imaginez un peu le bordel lors d'une explosion des volumes de transactions pendant la hype des NFT sur Ethereum.
Bien. Le seul moyen de représenter un actif réel dans le monde de la blockchain, c'est de créer un NFT de cet actif. Ce NFT contient toutes les informations les plus importantes sur l'actif et nécessaires au financement, à l'évaluation des risques, à la tarification, etc., etc. Toutes ces informations sont rendues publiques par défaut sur la blockchain. Donc grâce à la blockchain, l'investisseur lambda peut avoir accès à un ensemble d'informations qui sont plus difficilement accessibles en finance traditionnelle. Je fais un point complet d'ailleurs là-dessus sur l'analyse en PDF. Cet investisseur peut voir en un coup d'œil quels actifs sont présents, ce qui a été emprunté et remboursé, ce qui est en retard, etc. Et l'ensemble constitue un historique financier immuable et transparent qui peut être vérifié publiquement. Le problème, c'est que les sociétés qui empruntent, elles aimeraient bien conserver quelques informations en mode confidentiel. Par exemple, toutes les infos qui ne sont pas essentielles à une prise de décision d'investissement. Eh bien, la couche privée off-chain de Centrifuge résout ce problème. Off-chain, c'est tout simplement en dehors de la blockchain Centrifuge, donc sur des serveurs privés, du cloud, et pourquoi pas sur des systèmes de stockage décentralisés comme Arweave, mais ce ne sont que des suppositions personnelles. Cette couche supplémentaire permet aux émetteurs et aux investisseurs d'accéder à des données d'actifs supplémentaires de manière sécurisée et privée, tout en empêchant toutes les personnes non autorisées à consulter les informations sensibles. Ces données sont hachées, c'est-à-dire cryptées, sécurisées, et ajoutées aux métadonnées des NFT pour créer un lien vérifiable entre le NFT et les informations non divulguées au grand public. Alors, métadonnées, c'est un peu un mot barbare, mais en gros, ce sont juste les données, par exemple, quand vous prenez une photo avec votre téléphone, vous avez l'heure, la date, la localisation, le format, etc. Ce sont les données numériques rattachées au NFT. Le point important, c'est que même si les informations sont en dehors de la chaîne publique et qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde, n'importe qui peut vérifier l'authenticité de l'information cachée. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une maison d'une valeur de 100 000 euros. L'emprunteur va créer un NFT représentant cette maison sur la blockchain, ce qui attache cette propriété à un jeton numérique unique. Mais pour des raisons personnelles, certaines informations sur cette maison doivent rester confidentielles, genre son emplacement exact ou son historique de propriété. D'après l'émetteur du NFT, les investisseurs n'ont pas besoin de connaître ces détails sensibles, par contre, ils doivent avoir confiance dans la valeur de la garantie. On parle bien de la maison, hein. L'émetteur va alors se servir de la couche de données privée de Centrifuge. Les informations sur l'emplacement exact et l'historique de propriété sont hachées, elles sont converties en une série de caractères alphanumériques et ces chiffres et ces lettres sont choisis aléatoirement. Ce hachage est ensuite enregistré sur la blockchain et ajouté aux métadonnées du NFT. Ça crée donc un lien vérifiable entre le NFT et les données sensibles qui ont été hachées. Les investisseurs peuvent donc vérifier que les données d'origine n'ont pas été altérées sans avoir accès aux données réelles. Et l'entreprise qui fait usage de la couche de données privée décide avec qui elle partage les informations, donc avec les investisseurs, les collaborateurs, etc. Par exemple, dans le cas d'un investissement immobilier, les investisseurs peuvent avoir accès aux données de localisation complètes, tandis que les évaluateurs tiers peuvent consulter uniquement les données de valeur marchande, comme le prix de vente, le taux d'occupation, sans accéder aux informations sensibles, comme les comptes bancaires ou les informations fiscales. Depuis le début de la vidéo, j'ai volontairement omis de mentionner le mot pool, comme une pool de financement. Parce qu'avant ça, nous allons parler de titrisation sur Centrifuge et avant ça encore de titrisation dans la finance traditionnelle. La titrisation, c'est un processus financier qui consiste à regrouper un ensemble d'actifs financiers tels que des prêts, des créances, des hypothèques, des factures ou d'autres types de dettes, puis à émettre des titres financiers adossés à ces actifs. Ces titres, qui sont la représentation d'une part de tous les actifs mis en commun, sont ensuite vendus à des investisseurs sur le marché financier. Cette mise en commun de ressources ou d'intérêts s'appelle une pool, ou piscine en français. Les pools sont utilisés dans plusieurs contextes pour décrire la collecte et le partage de capitaux, d'actifs, d'informations ou de tout autre type de ressources parmi un groupe d'individus ou d'entités. Les pools permettent de mutualiser les risques, de répartir les coûts, d'améliorer l'efficacité et souvent d'accéder à des opportunités ou des ressources qui pourraient ne pas être disponibles pour les participants individuellement, genre acheter un immeuble en Andalousie. Et grâce à la titrisation, on est capable de convertir des actifs illiquides, tels que des prêts à long terme, donc immobilier, automobile, terres agricoles, ou notre immeuble d'Andalousie, en des titres négociables, donc échangeables sur le marché. Ça les rend plus facilement accessibles et plus liquides. Je détaille d'ailleurs ce point un peu plus dans le PDF. Nickel. Je récapitule. Sur Centrifuge, les actifs sont représentés par leur version numérique, le NFT,
Ces NFT sont ajoutés à une pool. Et ce pool peut contenir plusieurs NFT représentant des actifs de nature diverse. À ce stade de la vidéo, vous avez appris des notions que la majorité des investisseurs particuliers ignorent. Mais ça ne suffit pas. Donc on va aller dipper encore un peu plus sur le fonctionnement du projet pour faire partie du top 5% des investisseurs avertis. Les pools en question les appellent des revolving pools ou pools tournants. Les pools tournants, on les oppose aux pools statiques. En finance traditionnelle, de nombreuses titrisations sont statiques. Une fois que les actifs sont regroupés dans un pool et que les titres sont émis, généralement il n'y a pas de gestion active ou de remplacement des actifs sous-jacents pendant toute la durée de vie des titres. Dans une titrisation statique, les actifs sont sélectionnés au début et restent inchangés jusqu'à maturité, c'est-à-dire jusqu'au remboursement total. Une fois que l'immeuble d'Andalousie est fini de rembourser, ciao, le pool n'existe plus. Les investisseurs récupèrent leurs investissements, plus les intérêts, et ils doivent réinvestir ailleurs. L'inconvénient de cette pratique, c'est que ça génère des frais généraux inutiles, des frais de transaction, des honoraires de gestion de portefeuille, des frais fiscaux, du temps. A l'inverse, les pools centrifuges sont tournants. Donc, du côté des investisseurs, leurs ordres d'investissement et de rachat, donc le retrait de leur capital investi, peuvent intervenir à tout moment. Et du côté des émetteurs, les actifs peuvent être financés et remboursés en continu, c'est-à-dire qu'ils peuvent en ajouter ou en retirer en continu. Ça présente plusieurs avantages pour les deux parties. Comme je viens de le dire, les émetteurs peuvent financer des actifs à tout moment en fonction de la liquidité disponible dans les pools, c'est ce qu'on appelle la réserve, on y reviendra un petit peu plus tard. Les investisseurs, eux, peuvent prendre des décisions flexibles en matière d'allocation de portefeuille et sans avoir besoin de réinvestir ailleurs à maturité des projets. Un autre avantage, c'est que les frais généraux liés à la mise en place et à l'exploitation de la structure juridique sous-jacente à plusieurs reprises sont supprimés. Par exemple, les frais liés à l'intervention d'avocats et d'experts juridiques pour la création d'entités juridiques, la rédaction de contrats, l'obtention de l'approbation réglementaire ou la gestion des contrats, des potentiels litiges, etc., etc. Dans le contexte des protocoles DeFi, comme Centrifuge, une grande partie de la structure juridique et des processus opérationnels est gérée par des smart contracts sur une blockchain. Ces contrats automatisent de nombreuses fonctions qui, dans la finance traditionnelle, nécessiteraient une intervention manuelle et des structures juridiques plus ou moins complexes. Du coup, les frais liés à la création et à la gestion de ces structures sont considérablement réduits, voire éliminés. Comme nous sommes sur la blockchain et qu'il n'y a pas d'humain derrière toutes ces manipulations d'achat et de revente de titres, le protocole a mis en place des processus automatisés pour gérer l'ensemble des flux quotidiens. Il existe deux processus indispensables au bon fonctionnement des revolving pools. Ça s'appelle l'époque et le calcul de la NAV. Les pools sont gérés par des unités de temps appelées époques. Ce sont des périodes définies, par exemple 24 heures, pendant lesquelles les ordres d'investissement et de rachat peuvent être soumis. À la fin de chaque époque, un système décentralisé appelé solver évalue l'état du pool, la TVL, la composition, transactions en attente, les rendements générés, etc. Et du coup, ce solver, il traite les ordres selon une priorité définie par le protocole et de la liquidité disponible. D'où son nom de solver, parce qu'il y résout des problèmes. Ce mécanisme décentralisé. J'ai dit que le solver vérifie l'état du pool d'investissement, mais la clé de cette vérification, c'est la NAV, la valeur nette des actifs. Elle mesure en temps réel la valeur totale des actifs du pool. Pour cela, la NAV calcule les flux de trésorerie attendus en prévoyant les remboursements des prêts, mais aussi les défauts de paiement. Du coup, si un actif du pool est en défaut, sa baisse de valeur est prise en compte dans la NAV. Cette mesure est vraiment cruciale pour que les investisseurs puissent acheter ou vendre leurs parts à tout moment. Le calcul continu de la NAV assure que le prix des parts du pool reflète fidèlement la valeur réelle et le risque des actifs du pool. Impec. Si les prix des parts sont si bien calculés, c'est parce que Centrifuge offre plusieurs choix en matière d'investissement. Les titres émis ne sont pas les mêmes pour tous. Il y a des titres qui correspondent à un investissement plus risqué et à d'autres moins risqués. Ces niveaux de risque sont caractérisés par ce qu'ils appellent des tranches. Les pools peuvent être divisés en tranches avec différents niveaux de risque et de rendement, comme les tranches juniors plus risquées et les tranches seniors moins risquées. Le protocole Centrifuge permet la création de 1 à 5 tranches par pool et c'est une excellente façon de s'adapter au profil de risque de chaque investisseur. Je tiens à préciser tout de même que ce système de tranches, ce n'est pas une invention de Centrifuge, c'était déjà présent depuis plusieurs années dans la TradFi. Dans sa forme la plus courante, un pool est constitué de deux tranches, une tranche junior et une tranche senior. La tranche junior, comme on a dit, c'est la plus risquée. En cas de défaut de remboursement ou de faible rentabilité des actifs, eh bien les détenteurs de la tranche junior sont les premiers à subir les pertes.
Pour compenser ce risque plus élevé, la tranche junior, elle offre un rendement potentiel bien plus élevé. Les pertes n'affectent les détenteurs de la tranche senior qu'après que les détenteurs de la tranche junior aient absorbé les premières pertes. En contrepartie de cette sécurité, la tranche senior offre un rendement plus faible. Les investisseurs reçoivent des jetons qui représentent leur tranche dans la pool. C'est comme ça qu'ils perçoivent leur rendement correspondant. Une pratique assez courante dans le milieu consiste en ce que l'émetteur du pool investisse dans la tranche junior de son propre pool. C'est contre-intuitif, mais ça a de l'intérêt. En investissant dans la tranche la plus risquée, l'émetteur montre sa confiance dans la qualité des actifs sous-jacents et dans la gestion du pool. Cela peut encourager d'autres investisseurs à participer, sachant que l'émetteur a des intérêts financiers alignés avec les leurs. Si les investisseurs externes voient que l'émetteur met en gros sa peau en jeu, ils peuvent être tentés d'investir dans les tranches seniors qui paraissent d'autant plus sûres maintenant. Ça signifie que l'émetteur peut lever des fonds à des taux d'intérêt plus bas, et oui, puisque les rendements sont inférieurs à la tranche junior. En investissant dans la tranche junior, l'entreprise démontre un engagement actif dans la gestion des risques du pool. On peut supposer qu'il prendra des mesures pour assurer la performance des actifs, puisqu'il est directement affecté par les pertes. Excellent. Corsons un peu la difficulté et maintenant ajoutons une tranche, la tranche mezzanine. Elle est située entre la tranche senior et la tranche junior. Pour garantir que les investisseurs seniors et mezzanine soient systématiquement protégés contre les défauts jusqu'à un certain pourcentage prédéterminé, chaque tranche, à l'exception de la tranche junior, est assortie d'un ratio de subordination. Je précise que ce ratio existe aussi s'il n'y a que deux tranches. Ce ratio, il détermine le pourcentage du pool d'actifs qui doit être couvert par les tranches inférieures. Par exemple, dans une structure à 3 tranches, un taux de subordination de 20% pour la tranche senior, ça signifie que la tranche senior doit toujours être protégée par une tranche mezzanine et une tranche junior, dont le cumul des deux représente au moins 20% du pool total d'actifs. Si le taux de subordination de la tranche mezzanine est de 10%, alors celle-ci doit être protégée par au moins 10% de la tranche junior. Et si ces ratios ne sont pas maintenus dans un pool tournant, on va dire que le ratio de subordination est rompu. Le pool se retrouve partiellement gelé, il n'autorise alors que les transactions qui sont susceptibles d'améliorer le ratio jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Et oui, parce que le but du jeu, c'est que les investisseurs seniors et mezzanine qui veulent moins de risques, continuent de percevoir leur couche de sécurité. Donc s'il y a un défaut dans la tranche junior, alors pour rééquilibrer le taux de subordination global, le protocole va autoriser les investisseurs à acheter de la tranche junior et à vendre de la tranche senior, car ces deux actions ont un impact positif sur la hausse du taux de subordination. En revanche, le protocole va interdire l'achat de seniors et la vente de juniors qui ont l'effet inverse. À ce stade, je me suis dit, bon, ok, j'ai capté comment fonctionnent les tranches les plus safe. Elles touchent des rendements fixes, imaginons 4% pour la tranche senior et 5% pour la tranche mezzanine. Mais du coup, comment est-on rémunéré avec la tranche junior? Parce que oui, elle supporte les premières pertes, mais elle bénéficie en contrepartie de rendements variables qui sont potentiellement plus élevés. En fait, c'est dû en partie grâce à la capture des rendements excédentaires supérieurs au taux fixe des tranches senior et mezzanine. Je m'explique. Supposons qu'un pool de 100 $ génère un rendement total de 10%. Ça fait donc 10 $. Il y a 50% de tranches senior, donc 50 $, avec un rendement fixe de 4%, ce qui représente un gain de 2 $. Il y a aussi 30% de tranches mezzanine, donc 30 $, avec un rendement fixe de 5% pour un gain de 1,5 $. Il y a 20% de tranches junior, soit 20 $, avec des rendements variables. En l'occurrence, la tranche junior reçoit les rendements excédentaires des deux autres tranches. Il reste alors pour la tranche junior 10 moins 2 moins 1,5 qui est égal à 6,5 $. Ça correspond à un retour sur investissement important de 32,5%. Dans un monde idéal et un scénario idéal, les émetteurs de pool utilisent tout l'argent prêté par les investisseurs et les actifs du pool se portent bien, les remboursements aussi, et les investisseurs touchent des rendements. Mais parfois, les émetteurs n'utilisent pas la totalité de l'argent qu'elle a levé. Enfin, pas tout de suite. Ça peut être dû à un manque d'opportunités d'investissement adéquates ou à une stratégie délibérée qui vise à conserver une certaine liquidité dans le pool. Le problème, c'est que cela peut avoir des conséquences sur le rendement. Si les investisseurs prêtent 100 000 € et que l'entreprise utilise la moitié de ses fonds, alors il va rester 50 000 € d'inutilisés. Ces 50 000 €, ça s'appelle la réserve. Bien. La réserve, elle donne à l'émetteur de la flexibilité pour financer rapidement de nouveaux actifs dès qu'ils deviennent disponibles et de répondre aux demandes de rachat des investisseurs sans devoir vendre des actifs à un moment qui pourrait être un peu plus inopportun.
Au lieu que ce soit un autre investisseur qui rachète votre part, c'est la réserve qui le fait directement. Bien que la réserve serve de coussin de liquidité, elle présente un inconvénient majeur. Elle ne génère pas de rendement tant qu'elle n'est pas investie. C'est ce qu'on appelle un cash drag. Le cash drag se produit donc lorsque le capital dans la réserve ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi dans des actifs qui génèrent des rendements. Même si les actifs financés par le pool performent bien, la portion du capital qui stationne dans la réserve et qui ne rapporte aucun intérêt, ça peut réduire le rendement global du pool d'investissement. C'est parce que le rendement est calculé sur l'ensemble du capital du pool, y compris la réserve non investie. J'ai repris deux schémas qu'on trouve sur leur site et je les ai combinés pour vous présenter celui-ci qui est archi complet. Ça résume le fonctionnement global du projet, mais surtout, il explique les relations entre les différentes parties et structures qui interviennent dans le pool sur Centrifuge. On a tendance à l'oublier, mais les activités des entreprises sur la blockchain, ça nécessite une structure juridique bien réelle et légale. À gauche, on a les emprunteurs, donc les sociétés comme notre boulangerie du début qui souhaitent mettre des actifs en garantie et récupérer de la liquidité. Mais ce n'est pas eux qui vont s'occuper de transformer leurs actifs en NFT. Ça, c'est le rôle des asset originators, créateurs d'actifs, émetteurs d'actifs, je sais pas trop comment ça se traduit en français. C'est l'entité qui vérifie l'existence et la qualité de l'actif que lui propose l'emprunteur et c'est lui qui va le mettre sous forme de NFT sur la blockchain. Ensuite, il va créer une autre entité qui est appelée un SPV, Special Purpose Vehicle, ou véhicule à usage spécial en français. Le SPV, c'est comme une sorte de société filiale qui va jouer les intermédiaires et séparer l'activité initiale de l'émetteur d'actifs avec l'activité de financement du pool. Si l'entreprise mère fait faillite, les actifs dans le SPV ne sont pas affectés, donc ça permet de sécuriser davantage les investisseurs dans le pool. C'est une entité que l'on nomme de pass-through. Les profits et les pertes passent directement à travers l'entreprise pour être imposés au niveau des propriétaires ou des actionnaires, plutôt que d'être imposés au niveau de l'entreprise elle-même. Elle n'a pas l'objectif de générer des bénéfices, elle n'a pas d'employés non plus. Son seul rôle, c'est celui d'administrer un pool spécifique. Pour récapituler, l'entreprise qui est spécialisée dans la création d'actifs sur Centrifuge, donc l'asset originator, elle peut avoir plusieurs clients qui lui demandent de placer leurs actifs sur Centrifuge. À chaque fois qu'elle traite avec une entreprise pour mettre ses actifs dans une pool, elle doit mettre en place un SPV spécifique pour ce pool. Ok. Tout le reste du schéma doit vous paraître clair, mais il y a un deuxième point que je veux partager avec vous, c'est le rectangle sur la DeFi. On y pense rarement aussi, mais oui, les protocoles que nous connaissons bien comme Aave, Maker, Compound, Curve sont aussi des friands de rendement. Concrètement, de ce que j'ai compris, c'est que les protocoles DeFi possèdent des réserves de liquidité en ETH, BTC ou autres cryptos, mais surtout en stablecoin. Ces réserves ont plusieurs utilités, comme stabiliser la valeur des stablecoins pour les sociétés émettrices, je pense notamment au DAI de MakerDAO, couvrir des pertes, servir de liquidité d'urgence, financer des opérations de gouvernance, etc. Et aujourd'hui, les gestionnaires de ces trésoreries, ils se rendent compte qu'il existe un potentiel énorme mais inexploité pour accroître l'autosuffisance à long terme d'un protocole. Notamment en exposant cette trésorerie dormante à des actifs du monde réel beaucoup moins volatiles que les cryptos. Du coup, depuis la fin d'année dernière, donc fin 2023, on a vu pas mal de mouvements de l'écosystème DeFi pour aller vers les RWA. Et en ce qui concerne Centrifuge, la Web3 Foundation et Aave ont déjà alloué 1 million de dollars de leur trésorerie et Frax va déplacer 20 millions de dollars de stablecoin sur le protocole très prochainement. Ces investissements sont allés dans le pool de Anemoy, qui est un gestionnaire d'actifs Web3, qui est composé de bons du trésor américain. Il y a encore tellement de choses à dire et à décortiquer sur le projet, mais franchement, je suis pas persuadé que cela ait un réel intérêt d'aller plus loin, plus profondément dans tout ce qui est compréhension technique. En tout cas, c'est mon avis de février 2024. C'est la première fois que je décortique avec autant de profondeur un white paper et que je partage mes infos, donc tout ne sera pas parfait, il y a sans doute des coquilles, des oublis. Alors si vous en voyez, je vous invite à nous partager l'info en commentaire. Moi je m'arrête ici, mais vous pouvez continuer avec le téléchargement de l'analyse fondamentale complète et gratuite de Centrifuge. Et quand bien même Centrifuge ne vous botte pas, regardez l'analyse juste pour votre apprentissage. Sérieusement, j'ai jamais eu accès à une telle ressource, que ce soit gratuitement ou même en payant, donc franchement, enjoy quoi, profitez-en. Sur ce, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.